Georges Dufaux-Epstein, je suis le fils de Joseph Epstein, qui était commandant FTP de l'ensemble de la région parisienne de février 1943 jusqu'à son arrestation en novembre 1943. Actuellement, je suis président de l'association des Amis du Musée de la Résistance nationale de Champigny. Et aussi, comme mon père a été fusillé au Mont-Valérien, je suis président de l'association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien. Du coup, Georges Dufaux-Epstein, vous présentiez votre père qui a été résistant, fusillé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez continué son combat? Est-ce que vous vous inscrivez aussi aujourd'hui dans ce mouvement de la résistance? Totalement. Pas par fidélité au passé ou à une image que j'aurais fabriquée de mon père comme un héros, mais parce que je crois aux valeurs qu'il défendait. Toutes les valeurs de la résistance. La liberté, le progrès social, la démocratie et pour moi le plus important, la lutte contre tous les racismes, quels qu'ils soient. Et je crois que ce sont des valeurs qui sont toujours d'actualité et qui ont besoin plus que jamais d'être défendues dans les circonstances actuelles. On le voit en Europe avec l'émergence d'un certain nombre de nationalismes et on peut dire de négationnisme, et même en France, on n'est pas à l'abri de telles résurgences. C'est pour ça que je continue son combat, bien sûr sous une autre forme, ça n'est plus la lutte armée, mais c'est quand même son combat. Et justement, est-ce que vous pourriez raconter un peu quel a été le combat de votre père? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son engagement? Mon père a eu un parcours qui n'est pas ordinaire. D'abord, il est né en Pologne. Ainsi que ma mère, ils étaient d'origine juive tous les deux et ils ont subi en Pologne la politique antisémite du maréchal Piłsudski, qui était le nationaliste qui dirigeait la Pologne à l'époque. Ils ont vécu en Pologne au moment des pogroms. Ils ont vécu l'antisémitisme d'État. En particulier, tous les deux, ils n'ont pas eu le droit de faire les études qu'ils voulaient à cause du numerus clausus imposé aux Juifs. Et ils ont tous les deux choisi, alors qu'ils ne se connaissaient pas en Pologne, ils ont choisi tous les deux la France comme pays où ils ont émigré à peu près en même temps. Ils sont arrivés tous les deux en décembre 1930 en France. Et ils se sont connus en fait en France parce qu'ils avaient choisi de résider au même endroit à Tours. C'était tous les deux des militants communistes en Pologne et en France ils ont continué ce combat en militant au sein du Parti communiste français. Mais mon père avait chevillé au corps la lutte antifasciste et dès que Franco a pris le pouvoir en Espagne, il s'est engagé dans les brigades internationales. Il a été parmi les 38 premiers volontaires internationaux qui ont rejoint l'Espagne avant que les brigades internationales soient créées. Il a été blessé en Espagne, il est revenu en France pour faire sa convalescence. Une fois que sa convalescence a été finie, il est retourné combattre en Espagne, où là il avait le grade de lieutenant dans les brigades internationales. 1939, bien sûr, il est rentré. Il a été interné par le gouvernement français de l'époque dans plusieurs camps, dont celui de Gurs. Il en a été libéré fin août, début septembre, sur intervention conjointe de deux personnes. Le maire communiste d'une petite bourgade des Landes qui s'appelle Vieux-Boucau et l'archevêque de Bordeaux. Il est libéré fin août, début septembre. C'est la guerre avec l'Allemagne hitlérienne et immédiatement il s'engage dans l'armée française. D'abord il est muté dans l'armée française dans un régiment polonais, mais là il retrouve l'antisémitisme, donc il demande avec d'autres à être muté à la Légion étrangère et ils partent à la Légion étrangère. Ils sont engagés dans des combats très très difficiles, beaucoup de morts, beaucoup plus que de ce qui se faisait dans la moyenne de l'armée française. Juin 1940, c'est la défaite. Il est fait prisonnier comme tout le monde. Il est envoyé dans un stalag au nord de l'Allemagne, à Leipzig. Et là, il est j'aurais bien voulu qu'il soit le premier, mais il est un des premiers à s'évader.
puisque le 25 décembre 1940, il est de retour à Paris. Donc 6 mois après, même pas, il est de retour à Paris. Et là, il s'engage immédiatement dans la résistance. Lui qui a une expérience militaire, il commence par former des jeunes au maniement des armes. Il organise des attentats contre des librairies allemandes. Il organise le ramassage des armes. Il organise la collecte des explosifs qui serviront plus tard. Et en janvier 1942, il est nommé responsable des groupes de sabotage dans les usines qui travaillent pour l'armée allemande. Février 1943, là il est nommé responsable militaire des FTP pour l'ensemble de la grande région parisienne. C'est plus que l'Île-de-France, c'est vraiment la première couronne de la région parisienne, la deuxième, et puis une troisième couronne qui rejoint l'Aisne, la Seine-et-Marne, enfin beaucoup de choses. Le Loiret, oui. C'est vraiment en gros un quart de la France. Et c'est lui qui en est le responsable militaire. Et il organise le combat de la résistance comme une armée. Il met en place une stratégie de guérilla urbaine qui est expérimentée à Paris en juillet 1943, avenue de la Grande Armée, qui fait intervenir lors d'une opération une vingtaine de combattants. 3 personnes qui lancent les grenades et les autres qui sont placés sur des itinéraires de repli. À 50 mètres du lieu de l'attentat, il y a 3 revolvers. 50 mètres plus loin, il y en a 3 autres. Donc au fur et à mesure que les résistants se replient, la puissance de feu augmente. Et ce premier attentat qui a eu lieu à avenue de la Grande Armée, c'était contre une troupe allemande qui défilait. Ils ont eu une quinzaine de morts et les résistants n'ont eu qu'un seul blessé. Et les comptes rendus de l'armée allemande que j'ai pu consulter, on voit les Allemands écrire « Nous avons été attaqués par une troupe ». Ils avaient l'impression que c'était une armée. C'était le but. Et cette stratégie de guérilla urbaine a été généralisée à l'ensemble de la France, partout. En tant que responsable FTP de la région parisienne, mon père avait sous ses ordres Manouchian et tout le groupe dit de la Fiche Rouge. Il a d'ailleurs été arrêté le 16 novembre 1943 au rendez-vous qu'il avait avec Manouchian. Ils ont été arrêtés ensemble, mais son cas n'a pas été joint à ceux de la Fiche Rouge parce qu'il a été arrêté sous un nom français. Et malgré les tortures, il n'a jamais livré son vrai nom. Donc les Allemands ne savaient pas que le responsable principal de la résistance en région parisienne était un juif polonais communiste. Sinon, tous les historiens pensent qu'il aurait été le premier sur la Fiche Rouge. Voilà ce que je peux vous dire de mon père. Il a été fusillé au Mont-Valérien le 11 avril 1944. Et justement, quand on entend l'histoire de votre père, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression qu'on en parle suffisamment ? Est-ce qu'on continue à suffisamment parler de la résistance ? C'est quand même un mouvement important. Vous disiez qu'il en fallait encore aujourd'hui de la résistance. Et c'est, je ne sais pas, encore ancré dans nos mentalités. Je crois que la résistance est un peu la grande oubliée de toute cette histoire. La résistance dans toutes ses composantes. Nous sommes ici dans un musée qui est voué à la résistance, mais le plus souvent, quand on parle de la résistance, on parle du général de Gaulle. Et on oublie les autres composantes. Je dis bien les autres composantes, parce qu'il y en a eu de plusieurs. Mais on n'en parle pas. Pour moi, on fait la même erreur sur le plan de la déportation. Aujourd'hui, on ne parle que de la Shoah. On oublie qu'il y a eu autant de déportés résistants que de déportés raciaux dans le cadre de la Shoah. On oublie les déportés tziganes. On oublie les homosexuels, on oublie toute la politique d'extermination des handicapés. Donc oui, il faut encore en parler et en reparler parce que les valeurs qu'il défendait sont toujours d'actualité
Et pour moi, elles sont toujours en danger et il faut les promouvoir encore plus que jamais.